Il faut que les émissions globales soient à leur maximum d'ici 2025. Donc c'est exactement demain. Nous sommes dans un moment de crise climatique, on peut le dire. Il nous faut protéger les vies humaines, il nous faut protéger l'humanité qu'on est en train de sortir. Nous sommes en train de donner un énorme coup de pied dans notre planète qui sort la planète de la zone de température des 12 000 dernières années où nous avons développé l'agriculture, par exemple. Nous sommes dans une situation de danger extrême. Si nous continuons comme nous le faisons actuellement, nous portons notre espèce dans un climat et sur une planète que notre espèce et même notre genre, le genre humain, n'aura jamais connu. La composition de l'atmosphère a déjà été transformée de telle manière qu'elle date d'avant la naissance du genre humain. Et le climat suit cette trajectoire. Donc nous sommes sur une trajectoire de désastre qui s'accélère, qui nous porte vraiment vers un désastre et un cataclysme où il est difficilement concevable qu'une société stable puisse continuer. Donc c'est sans équivoque sur la composition atmosphérique. Les émissions dues aux activités humaines ont été à leur plus haut niveau historique sur la dernière décennie. De ce fait, les concentrations dans l'atmosphère augmentent et vous voyez qu'on en est à quasiment 50% de plus que le niveau pré-industriel et le niveau des derniers 800 000 ans pour le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La dernière fois qu'il y avait autant de dioxyde de carbone, c'était il y a plus de 2 millions d'années, pendant une phase géologique chaude qu'on appelle le Pliocène. Donc ça mesure en fait notre impact sur la composition de l'atmosphère planétaire. Donc si on compare ces projections d'évolution future de la température à notre connaissance de ces variations passées, vous pouvez voir que la dernière fois qu'on avait un niveau de réchauffement autour de 2,5 degrés par rapport au climat pré-industriel, c'était il y a environ 3 millions d'années, une période chaude dont on connaît les caractéristiques et qui avait conduit à une hausse importante, plusieurs mètres de la montée du niveau des mers. Il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Donc, à cause du réchauffement, 2-3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas ? Et montée des eaux et donc noyade de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York et Le Havre et Marseille et Nice et Londres. La ressource fondamentale qui va se raréfier, ça va être le territoire. Parce que la hausse du niveau des mers va littéralement redessiner nos cartes de géographie. Parce que la forme, les contours des deltas, des pays, des continents va se trouver profondément affectée et transformée par la hausse du niveau des mers. En France, et plus globalement dans les pays industrialisés, nous n'avons pas encore véritablement pris la mesure de la manière dont la hausse du niveau des mers allait transformer nos territoires. Nous avons encore volontiers tendance à minorer ce risque, à nous dire que nous avons encore bien le temps, que c'est un phénomène très progressif. On ne réalise pas, je crois, d'abord que ce phénomène va s'accélérer considérablement, ni qu'il existe sur les côtes très basses, ce qui est le cas de beaucoup de côtes ici en Normandie, un rapport de 1 à 100 entre la hausse du niveau de la mer et le retrait du trait de côte. En d'autres termes, à Deauville par exemple, si le niveau de la mer monte d'1 mètre, vous perdez 100 mètres de plage. On annonce une élévation du niveau des mers qui dépasserait le mètre. Ça va exacerber des problèmes d'érosion, notamment pour les plages et les dunes sableuses, mais aussi pour les falaises crayeuses de Seine-Maritime. Cette élévation du niveau des mers peut effectivement impacter les zones humides actuelles, mais aussi peut rentrer dans les nappes phréatiques. D'un côté, il va moins pleuvoir, on va prélever beaucoup plus d'eau, et de l'autre côté, la force marine va être plus importante. Bien évidemment, on risque d'avoir des intrusions salines dans les nappes, et donc rendre les nappes impropres. Donc il y a toute une série de conséquences non négligeables sur le bord de la côte, mais aussi à l'intérieur des terres. Je crois que véritablement, nous devons réaliser à quel point notre littoral va être transformé par cela, et vu la très grande quantité d'infrastructures et d'habitations qui sont situées en bordure de littoral, il y a un grand enjeu ici. Les impacts les plus importants du changement climatique, ce sera les impacts indirects, et en particulier les impacts liés à l'élévation du niveau de la mer. L'élévation d'1 mètre du niveau de la mer impliquerait que 50% des rizières du Bangladesh seraient submergées. Au Vietnam, le delta du Mékong serait submergé. Dans ce delta, on produit 50% du riz qui est produit dans le Vietnam, et le Vietnam, c'est le deuxième exportateur mondial de riz. Alors, 1 mètre, c'est un exemple gentil parce que, en fait, ça pourrait aller de 6 à 12 mètres. Mais l'élément peut-être le plus important sur le climat, c'est la fonte des glaciers, en fait. La fonte des glaciers va avoir un impact colossal pour la sécurité alimentaire mondiale parce que ces glaciers, en fait, ils vont alimenter les fleuves pendant les saisons sèches. Et du fait que les nappes phréatiques, elles baissent, on peut imaginer que dans l'avenir, ça va être très très difficile en période de saison sèche pour l'agriculture. Et il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard d'individus en Chine et en Inde qui dépendent directement de ce système hydrique qui est alimenté par les glaciers de l'Himalaya. Donc ça nous affectera aussi, parce que par exemple les Alpes, tous les glaciers du monde sont concernés, ils sont en train de fondre presque à vue d'œil. Et donc ça va nous toucher aussi en Europe et en France.
2 degrés, on va les avoir très probablement dès 2040. C'est une question de moyenne de température, que la signification d'1 degré en moyenne, ça n'a rien à voir avec les variations de la météo. On a gagné 1 degré. 2. Et en fait, ça va nous donner, par exemple, 46 degrés fin juin 2019 dans un petit village de l'Hérault. Ça va nous donner fin juillet de la même année 2019, 43 degrés en banlieue parisienne, 42, je crois, 0,7 dans la ville même de Paris, ce qui est assez étonnant. Et donc, effectivement, avec 2 degrés, on pourrait avoir des températures qui vont avoisiner en France les 50 degrés. Et ça, dès 2040. Alors, les 50 degrés, on les a maintenant régulièrement en Inde, dans des villes, et pas du tout dans des déserts. Et puis, il faut bien penser qu'entre 40 et 45 degrés, toutes les plantes cessent la photosynthèse. Et que 2 degrés, en fait, c'est le plafond de température qu'on n'a jamais excédé pendant les 2 600 000 ans qui nous précèdent. Dépasser les degrés, c'est sortir de la zone d'adaptation, de confort de toutes les espèces qui vivent sur Terre. Les 2 degrés, c'est l'Europe, le Conseil européen qui l'a avancé en 2002. Il marque la fourchette d'incertitude autour de ce que l'humanité a connu depuis à peu près 20 000 ans. Et dans lequel elle s'est développée. Et donc, ça a été considéré comme le seuil dangereux qu'il ne fallait pas dépasser. Il n'y a pas non plus de lien direct entre les émissions de gaz à effet de serre produites par une génération et les impacts du changement climatique qui seront subis par cette génération. À cause de ce décalage dans le temps, de cette inertie climatique, qui fait qu'il s'écoule environ 20 ans entre nos actions et les effets de nos actions sur le climat. Alors je suis désolé de ne pas être très positif, mais le rapport auquel j'ai contribué, il met clairement l'idée que, en fait, on est dans une situation qui est quand même très défavorable, en fait. C'est-à-dire qu'on a laissé passer le temps, et le temps qui nous reste pour atteindre ces objectifs de développement durable, pour atténuer le changement climatique, pour s'adapter, la fenêtre elle est en train de se fermer, en fait. Nous sommes plongés dans une période d'extinction et personne ne sait qui sont les victimes potentielles qui pourraient disparaître. Vous demandez aux biologistes, ils vous disent tous les grands arbres et tous les mammifères de plus de 3 kilos. Dès dans le premier rapport du GIEC, on disait que si rien n'était fait, on irait vers des réchauffements de 3-4 degrés vers 2050. 5-6 degrés, c'est après 2050. Dans l'espace de 22 ans, malgré toutes les alertes, malgré tous les rapports, malgré Greta Thunberg, malgré Jean-Marc Jancovici, on a réduit la part des fossiles dans le mix énergétique mondial que de 2 malheureux %. Alors que dans le même temps, pourtant, le nucléaire s'est développé et que surtout le potentiel des énergies renouvelables a été démultiplié et que leur prix s'est effondré. Pourquoi est-ce qu'on a si peu progressé ? Tout simplement parce que notre consommation d'énergie à l'échelle mondiale n'a pas cessé d'augmenter. Et le résultat de cela, c'est que les énergies à bas carbone n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles, mais se sont ajoutées aux énergies fossiles. Elles se sont superposées pour répondre à notre surplus de consommation énergétique. Tant que nous ne parviendrons pas à baisser la demande énergétique mondiale, tant qu'on ne parviendra pas à réduire notre consommation d'énergie, jamais les énergies à bas carbone ne parviendront à remplacer les énergies fossiles, et on pourra les développer tant qu'on veut, elles continueront à se superposer. Le deuxième problème associé à ces objectifs long terme, c'est que souvent, ceux qui vont prendre ces objectifs savent très bien qu'ils ne seront plus en poste au moment où on atteindra le terme de ces objectifs. Tous les chefs d'État qui signent l'accord de Paris en 2015 et qui s'engagent sur une hausse maximale de la température de 2 degrés en 2100, ils savent très bien qu'ils seront tous morts en 2100, même les dictateurs, et que donc aucun d'entre eux ne devra rendre des comptes quant au fait de savoir si cet objectif a été atteint ou pas. Aucun d'entre eux ne sera là en 2100 pour dire « Regardez, l'objectif est atteint » ou « Oups, on a raté ». Il faut bien voir que le monde économique comme le monde politique est un monde de jalousie, et c'est la lutte pour les places. Il y a la lutte des classes aussi, économique si vous voulez, mais il y a surtout la lutte pour les places. Et dans ce monde de rivaux, si vous avez une pensée qui est trop hétérogène par rapport à la pensée moyenne, à la pensée dominante, vous êtes éliminé très vite. Soit tué de manière criminelle, soit, disons qu'on se fout de vous et vous êtes, laissé sur le côté en disant « Vous n'allez pas croire quand même aux fadaises de ce collapsologue-là ». Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi ? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. À la minute où on se parle, on est déjà 1,7 degré
d'augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle en France. On va aller vers 2,8, 3,2 à l'échelle mondiale, selon l'ONU, selon le GIEC. Ça voudrait dire au moins 4 degrés en France. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Le changement climatique peut avoir des effets extrêmement stressants sur des sociétés entières qui peuvent induire des conflits, notamment en termes de déplacement ou en termes d'accès à des ressources vitales notamment comme l'eau. Le pire, c'est le scénario 3 à 4 degrés où les sociétés ne tiennent plus le choc. C'est une espèce de scénario à la Mad Max où les États se sont effondrés de partout et où justement il y a des conflits entre des morceaux de population pour accéder aux ressources restantes. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.